Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle preview de la saison 2021-2022. J'espère que vous allez très bien. Pour ma part, je pète la forme. Nouvelle semaine, J-8 avant le retour de la saison. On commence à s'intéresser à des équipes qui ont le potentiel pour accrocher le play-in, pour accrocher les playoffs. Ça commence à être très intéressant. Écoutez, on démarre tout de suite, pas plus de blabla. Aujourd'hui, Pelicans et Pacers. C'est parti! Come on, hop on. Good morning. It's the NBA 75th. On démarre donc sur la West Coast avec les Pels, même si la Nouvelle-Orléans c'est pas trop à l'ouest des États-Unis. C'est pas grave, allez vous renseigner pour ceux qui ne le savent pas. On est plutôt sur le sud-est. Mais bon, on n'est pas là pour faire des cours de géographie. La saison 2021, 2020-2021 si vous préférez, des Pels, ça a donné une 11e place, 31 victoires pour 41 défaites. On se termine donc aux portes du play-in, malheureusement pour cette belle équipe. Qu'ont été les problèmes? On va commencer par là. Spacing, coaching, je pense qu'on a là les deux plus gros problèmes de la saison. L'arrivée de Stan Van Gundy n'a finalement pas été l'arrivée attendue. Il n'a vraiment pas su s'adapter à son effectif. Il n'a pas fait courir, même si la pace en 9e, c'est pas mal. On reste sur un coach qui n'a pas réussi à vraiment mettre en place quelque chose avec ses joueurs. Et pour le spacing, je pense que vous allez vite comprendre. Quand tu fais jouer Steven Adams et Zion dans la même raquette, c'est très compliqué. Eric Bledsoe est pas forcément un super shooter. Lonzo Ball s'est vachement amélioré, donc ça c'est très positif. Josh Hart, plutôt galère. Brandon Ingram, propre, comme d'hab. On va en reparler de toute façon de tous ces joueurs-là. Mais voilà un peu les raisons pour lesquelles les Pels finissent à la 11e place. Moi qui les voyais, je crois que je les voyais atteindre ce fameux play-in. Ce ne fut pas le cas. Attention, on en reparlera sur la saison prochaine. Peut-être qu'il va falloir être un peu plus sérieux maintenant pour pas que Zion se fasse la malle. Mais revenons d'abord du coup sur la saison de 2020-2021, pardon, j'ai du mal. Comment ne pas démarrer avec Zion, une saison de grand malade. Pour les statistiques, on est sur 27 points par match, 7 rebonds. Alors il pourrait gratter un peu plus de rebonds, presque 4 passes, ajoutez à ça une petite interception, 0,5 contre, à 61% au tir, ce qui est tout bonnement affolant. C'est moins bon du côté des lancers francs, et quand on sait qu'il en provoquait pratiquement 9 par match la saison dernière, c'est un peu chiant qu'il soit à 70%. 70% c'est pas horrible, mais il pourrait quand même faire un petit effort là-dessus. Je le disais, saison folle, All-Star Game pour lui, comparé à Shaquille O'Neal quand même. Quand tu commences à être comparé à Shaquille O'Neal, c'est que t'es pas n'importe qui. Très belle saison, une espèce de... J'aime bien comparer une danseuse Zion parce que tu vois cette espèce de masse énorme, plutôt petit, mais avec des mouvements incroyables balle en main. Donc franchement, c'est un plaisir de le voir jouer. Sur ces deux cannes d'ailleurs, puisque très peu de blessures, une dizaine de matchs manqués quand même. Mais comparé à sa saison rookie, c'est 3 fois rien. Donc la carrière de Zion Williamson est lancée et attention aux prochaines années, ça va pas rigoler du tout. À côté de lui, son fidèle acolyte Brandon Ingram a fait la saison qu'on attendait plus ou moins finalement. Pas All-Star pour lui cette année, en même temps quand ton équipe est dans la 10-12e place, c'est pas trop le goût de la NBA de mettre 2 joueurs All-Star, c'est tout à fait normal. 24 points de moyenne, des pourcentages très corrects, et 5 passes, 5 rebonds, classique shit.
il a ressorti pratiquement une saison copier-coller de la saison 2019-2020 du coup. Donc il a fait le boulot, c'est très propre. Le troisième luron de cette équipe, Lonzo Ball, eh ben écoutez, il a bien progressé, franchement. Il a fait taire pas mal les critiques. 8 3 points de prix par match, 38% à 3 points, très très propre, ça y est, il a très très bien progressé. 15 points, 5 rebonds, 6 passes. Il aurait pu être un peu plus passeur quand même, toujours une très bonne défense. Mais voilà, Lonzo Ball arrive, ça y est, ça a mis du temps, mais il se développe bien et il continuera de se développer, pas dans la même équipe, du coup on en reparlera sur ce qui s'est passé à l'intersaison. À côté de lui, Eric Bledsoe a joué tous les matchs pratiquement, il a manqué un petit match. Et Eric Bledsoe, on connaît, un bon joueur physique, qui a des capacités, qui est capable de défendre. Mais c'est pas la panacée au niveau du shooting, au niveau du spacing, je vous l'ai déjà dit. Et le contrat, pareil, le contrat est assez lourd. Je regardais, je disais que ça défendait, mais en fait, cette équipe, elle était plutôt offensive que défensive. Ça a plutôt galéré. C'est vrai que Zion, avec les capacités qu'il a, on pourrait lui demander un peu plus de son côté du terrain quand même. Ça n'a pas été trop le cas cette année. Donc je disais 22e défense et 12e offensive rating. Voilà, on le sait en général, les équipes, soit de jeunes comme ça, puisqu'elle reste très très jeune cette équipe, soit les équipes qui défendent pas en général, c'est plus compliqué d'être bien classé. Josh Hart en sortie de banc, alors lui pour le coup il a manqué pas mal de matchs, 25 je crois si ma mémoire est bonne, je vais vérifier tout de suite. Voilà c'est ça, 25 matchs de manquer pour Josh Hart. Finalement cette équipe elle a été laissée tranquille par les blessures. 25 matchs pour Josh Hart, 17 Lonzo, Steven Adams une quinzaine, B.I. et Zion 10 matchs, JJ Redick, mais bon lui on en reparlera. JJ Redick qui a je crois raccroché les sneakers d'ailleurs, et qui se consacrera entièrement à ses podcasts, ce qui est plutôt cool. Donc pour le coup, tout ce qui est protocole sanitaire, blessures, les Pels étaient plutôt tranquilles de ce côté-là. C'est pour ça qu'ils auraient pu quand même accrocher le play-in. Ça aurait été un minimum, je pense, avec au vu des talents, parce que du Zion, Brandon, Lonzo, c'est capable, Josh Hart, super en sortie de banc. Franchement, moi j'adore Josh Hart, gros défenseur qui prend 8 rebonds par match, c'est n'importe quoi. Capable d'artiller de loin. Alors il a été un peu en galère cette année, mais on sait qu'il est capable. Ensuite, pour continuer à faire le tour de l'équipe, Steven Adams, je l'ai dit au début, ça fait du Steven Adams. On sort les gros bras, on pose des écrans. Après, il apporte ce qu'il apporte. Pareil, on en parlera un petit peu lors de l'été. Et puis côté, on va dire, jeune, tout ce qui est Nickel Alexander Walker, les Kira Lewis Jr., Jackson Hayes, pour du rookie, du sophomore, ou même 3e année maintenant, ça a fait le boulot. Ça a fait le boulot, principalement en sortie de banc. C'est plutôt propre. En soi, c'était une belle équipe, plutôt mal drivée. Quelques matchs aussi manqués par là, une dizaine. Même si je vous disais que c'est pas énorme, il n'y a pas eu de gros joueurs blessés. Ça empêche quand même l'équipe de progresser, de trouver des automatismes quand tu as tout le temps des joueurs qui sont absents. Mais globalement, la saison était assez décevante. Et puis, il fallait remédier un peu à cette équipe durant l'été pour l'améliorer et être beaucoup plus compétitif dès cette année, la 3e saison de Zion, avant qu'ils disent « c'est bien le Bayou, mais je ne veux plus y mettre les pieds, laissez-moi partir, aller dans une grande franchise ». On sait que les joueurs ont un peu le monopole ces dernières années. Donc du côté de David Griffin, quand je passe son prénom, c'est bon, c'est bien David, ça doit un peu flipper, parce qu'il a fait des bonnes choses. Maintenant, on va lui demander de gagner, d'engendrer des victoires et d'aller en playoff dès cette année, je pense. Donc à la draft, très bonne draft côté Pels. Il fallait de la défense. Choix numéro 17, Trey Murphy, ailier, gros potentiel de 3&D, et on l'a vu là durant la pré-saison. On sait ce que ça vaut la pré-saison, on va pas s'enflammer, mais il a montré de très très belles choses. Ouvert, ça shoot sans problème, c'est capable de défendre. Beau potentiel en sortie de banc, le petit Murphy.
Et choix numéro 35, Herbert Jones, pareil, un ailier au potentiel 3&D. Donc il fallait de la défense, elle est arrivée avec la draft. C'est plutôt convaincant. La draft est une nouvelle fois réussie, parce qu'après les Zion, ce genre de choses, petit Kira Lewis l'année dernière en sortie de banc, mais à la draft en tout cas, c'est plutôt une nouvelle réussite cette année. Je vous le disais, ça s'est mal passé avec Van Gundy. Du coup, changement de coach, on perd pas de temps et on prend Willie Green, donc coach défensif plutôt, qui a été adjoint du côté des Warriors aux Suns dernièrement. Il a peu d'expérience dans la ligue, entre guillemets 5 ans, c'est pas énorme comparé à ce que j'avais dit la dernière fois avec les Jamal Mosley ou j'avais parlé de quel autre coach, Wes Unseld Jr. à Washington. Donc un peu moins d'expérience, mais de très belles expériences. Les Warriors, on connaît, énorme maison, et les Suns dernièrement. Donc dernièrement les Suns, c'est quand même une très belle équipe. En plus de ça, je crois, si ma mémoire est bonne, et que je ne confonds pas avec quelqu'un d'autre, que c'est un gars qui était pas mal apprécié du côté des Suns. Donc c'est toujours positif de voir un gars apprécié dans une franchise par les joueurs, par le staff, prendre les commandes d'une autre équipe. Ça veut dire que on peut avoir entre guillemets confiance en cette personne-là. Donc je disais coach défensif, pareil, encore un gars qui voudra peut-être imposer de la défense, avec quand même D'Antoni qui arrive, il est dans sa besace, comme je l'ai noté, ce qui va être hyper intéressant. On sait que Mike D'Antoni, c'est un peu compliqué maintenant en tant que head coach, puisque une équipe ne peut pas gagner avec 100% d'attaque et un peu moins de défense. Mais par contre, pour développer offensivement les joueurs qui sont déjà en place et les joueurs qui sont arrivés, ça peut être très très intéressant. En parlant des joueurs qui sont arrivés, eh bien j'ai eu l'occasion d'en parler hier, puisque j'ai parlé des Grizzlies. On a inversé, Valanciunas arrive dans la franchise, pourquoi je... Petit accent américain. Donc je le disais, Valanciunas arrive avec Devonte Graham, un trade à 4 équipes, contre Bledsoe et Steven Adams. Du côté des Pels, on a fait pas mal de ménage dans le salary cap, c'est plutôt bien. Moi je suis très fan de ce mouvement. Je sais que pas mal de gens sont un peu réservés sur le fait que Lonzo Ball ait quitté l'équipe contre Devonte Graham. Alors c'est clair que là je le disais, il y avait des problèmes en défense la saison dernière. C'est pas avec Devonte Graham que ça va s'améliorer. Valanciunas prend de la place dans la raquette, et pas non plus un super défenseur, mais il prend de la place, il est capable de faire du contre, il prend beaucoup de rebonds aussi, donc c'est plutôt une bonne chose. Il s'écarte un peu plus du cercle que Monsieur Steven Adams, mais c'est pas forcément le méga combo avec Zion qui lui a vraiment besoin de beaucoup de place dans la raquette. Donc ça, à voir comment est-ce que ça va être géré. Devonte Graham, lui pour le coup, il apporte du spacing, il apporte du shoot, il apporte du passing game, il est capable de tenir le ballon, créer du jeu, c'est très bien. Moi ça me plaît vraiment cette arrivée. Sign and trade de Lonzo Ball du côté de Chicago, donc je le disais, il aura l'occasion de se développer encore, mais plus dans le bayou, contre Thomas Satoransky et Garrett Temple qui débarquent, des gars d'expérience, des gars qui seront, alors à voir, est-ce que Thomas Satoransky sera meneur titulaire pour que Devonte Graham sorte du banc. On verra. J'en parlerai juste après. Et Garrett Temple, pareil, lui c'est un ancien, il apporte vraiment son expérience. Il sortira aussi, il grattera quelques minutes. Du côté des prolongations, eh bien, on prolonge Josh Hart, 3 ans, 37 millions, super, pour un gars qui sait tout faire comme lui, qui apporte du spacing, qui apporte énormément de défense. Moi j'aime beaucoup. Il apporte aussi du physique, parce que Josh Hart, mine de rien, c'est un bel athlète. J'aime beaucoup ce petit contrat, et j'aime beaucoup Josh Hart. J'étais un peu deg quand il a quitté les Lakers. Après c'est pour récupérer Monsieur Anthony Davis. On va pas commencer à débattre là-dessus. Et William Hernan Gomez qui prolonge également. Lui c'est 3 ans pour 7 millions, donc c'est vraiment une bouchée de pain. C'est vraiment pas mal.
est-ce que j'ai fait le tour sur les moves de l'été? Lonzo Ball qui part, Eric Bledsoe également, Steven Adams, voilà, tac tac tac, on fait du ménage dans le salary cap. Wes Iwundu aussi, bon. Stan Van Gundy, j'en ai un peu parlé également. Du côté des re-signages, j'invente, je suis payé par la rousse les gars. Josh Hart, Willy Hernan Gomez, et ils arrivent, eh bien, Jonas Valanciunas, Devonte Graham, Satoransky, il y a pas mal de gens à la draft aussi, et puis Willie Green, Mike D'Antoni. J'ai fait le tour sur l'été. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est vrai que ça a été assez débattu quand on a vu le gros move là en début d'été, tout début juillet, autour de Valanciunas, Steven Adams. Est-ce que le pivot, l'ancien pivot de Memphis sera plus adapté au jeu de Willie Green? Ça on verra. En tout cas, est-ce qu'il sera plus adapté à jouer avec Zion que Steven Adams? Beaucoup de gens n'étaient pas convaincus. Moi, ça me plaît plutôt. Il est capable de s'écarter un petit peu. Bon, c'est pas non plus qui aurait été bien. Un bol par exemple, ça aurait été pas mal à côté de Zion. Une grande tige et un mec plutôt petit mais très costaud. Ils font le même poids, sauf qu'il y en a un qui fait 45 cm de plus que l'autre. En tout cas, un pivot shooter aurait été vraiment top. C'est pas vraiment le cas. Dites-moi, je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez. Moi, je trouve que l'été a été plutôt une réussite. La perte de Lonzo Ball, c'est dommage, mais c'est comme ça. On ne peut pas non plus garder tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça va donner en 2021-2022, cette petite équipe? On va commencer avec le 5 majeur probable. Bon, moi, sur mes notes, j'ai mis Devonte Graham, mais en y réfléchissant, est-ce qu'il serait pas mieux en sortie de banc avec Thomas Satoransky qui tient le ballon, qui laisse jouer les Zion, les Brandon Ingram, parce qu'on sait qu'il faut les nourrir en ballon, et un Devonte Graham a plutôt tendance à porter la balle qu'à la lâcher. Donc peut-être que Thomas Satoransky sera envisagé, et puis en plus c'est bien plus défensif. Josh Hart en poste 2, ça me plaît beaucoup. Brandon Zion sur l'aile bien évidemment, et Jonas Valanciunas en poste 5. C'est ce qui semblerait le plus probable, le plus équilibré. Et franchement, c'est un beau 5 majeur. Bon, Satoransky, c'est pas le meilleur meneur de tous les temps, mais il fait le job. Et après, par exemple, sur le front de courte, il est vraiment bien ce front de courte. Josh Hart, je vous l'ai dit, tout l'amour que j'ai pour lui. Et puis, après, en sortie de banc, je le disais, Devonte Graham pour venir mettre le feu aux défenses. À voir s'il peut être associé à Kira Lewis. Ça peut faire un très petit back courte. Très fort en attaque, mais défensivement, ça va être compliqué. Et je le disais, il va falloir développer une défense dans cette équipe si elle veut être un minimum fonctionnelle et compétitive. Garrett Temple aussi en sortie de banc. Alexander Walker, pourquoi pas peut-être à incorporer dans le 5 majeur, vu qu'il est plus, de mémoire, il est plus jeune que Josh Hart. Laissez-moi vérifier tout de suite. Josh Hart, 1995-98 pour Alexander Walker. Donc pourquoi pas l'intégrer au 5 majeur pour le développer un max. On sait qu'il a un beau potentiel. Après, sur les ailes, j'en ai parlé. Trey Murphy, Najee Marshall aussi à développer. Derrière, Zion, c'est un peu plus compliqué. Mais au poste 5, on a derrière Valanciunas, du Jackson Hayes et du Willy Hernan Gomez. Plutôt équilibré. Bon, je l'ai dit, il va falloir défendre. Ça, j'en reparle juste après. Mais en tout cas, il y a un peu de profondeur. C'est pas non plus une profondeur de ouf, on est bien d'accord. Mais il y a moyen de créer des rotations, d'avoir un peu d'osmose dans cette équipe. C'est pas tout mal. En tout cas, c'est mieux que la saison dernière, je trouve. Donc, elle est bien construite, je le disais. Est-ce que ce sera suffisant pour conquérir la Wild West? C'est beaucoup moins sûr. Si ils sont juste après les Grizzlies, c'est que je les vois un peu dans le même range finalement. Je pense que il y a un peu plus de stars côté Pels. Ils ont vraiment un très très gros duo en présence de B.I. et de Zion. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables. Côté Grizzlies, certes Dillon Brooks a fait des playoffs de malade. Jaren Jackson
est plutôt bien revenu, mais il sort quand même d'une saison quasi blanche. Et bon, évidemment, déjà, méga star, à voir. Ils seront bien meilleurs en défense. Je reviens sur le sujet. Il faut développer la défense dans cette équipe. Il y a du potentiel. Brandon Ingram est très long et athlétique. Il doit être capable de défendre. Zion, j'en parle même pas. Il faut vraiment qu'il se bouge de son côté du terrain. Côté Garrett Temple, Josh Hart, ça peut faire le taf. Devontae Graham, bon, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus athlétique. Mais il faut, à l'image d'un Curry, tu vois, Curry, il est capable de défendre intelligemment. Alors, ils sont pas dans le même système, je l'entends. Mais il faut être capable de défendre intelligemment, de défendre avec les capacités que la nature t'a données. Trey Murphy va apporter ce côté-là aussi. Et donc, je le disais, Willie Green, le coach, est un coach qui, a priori, aime la défense, voudra, je pense, tirer cette équipe vers de la défense. Donc, je pense que c'est le maître mot. Si cette équipe veut être compétitive, accrocher une place au play-in déjà, qui, je pense, ne devrait pas être si compliqué. Attention aux blessures, évidemment. Comme chaque équipe, s'il y a une grosse blessure, si Zion fait une saison blanche, je serai beaucoup moins positif sur ma preview. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il est en giga forme. Il peut taper une saison à 30 points par match. Limite facile. Quoique, il y a des Devontae Graham à nourrir et tout. Mais il peut faire une nouvelle saison de grands malades qui prennent plus de rebonds aussi. Ça fait partie de la défense, les rebonds. Si Zion il commence à tourner à une petite dizaine de rebonds par match, ça peut être gênant pour l'équipe adverse. Il faut qu'il protège son rebond. Bon, vous connaissez le basket, protection du rebond, on attrape la baballe et puis on court. C'est une équipe qui va aussi aimer courir. Je vais pas répéter les joueurs, mais bien sûr, Zion, BI, j'ai répété les joueurs. Bon, voilà, il y a du très gros potentiel. J'aime beaucoup cette équipe. Je sais pas trop comment elle va être drivée. Et elle a besoin de défense. Donc le coach, c'est bien. Mike D'Antoni, c'est très bien aussi. Il faut que les jeunes step up. Malheureusement, ça doit passer par là. Il faut que les jeunes, enfin malheureusement ou heureusement, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut que ça step up de leur côté du terrain absolument pour rêver d'être compétitif. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais pas me répéter non plus 1000 fois. Je l'ai déjà assez dit. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe. Dites-moi si vous les voyez accrocher les playoffs. Ça va être assez compliqué, mais ça peut le faire. Après, cette équipe sur un match, il y a moyen. Avec les joueurs qu'elle a qui sont assez clutch, il y a clairement moyen. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on passe tout de suite à la deuxième équipe. On va sur la East Coast avec Indiana. On va dans la campagne. On va chez les Pacers. C'est parti. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in the zone, man. I'm in the fucking zone. Would you relax? I'm in the zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid. Alors les Pacers, eh bien, saison très compliquée du côté d'Indiana. Je parlais des Pels et d'un minimum de blessures, avec quand même une dizaine pour chaque joueur au minimum, ce qui, dans cette année particulière, était pas dégueu. Côté Indiana, c'est beaucoup plus compliqué. Une saison au rythme des blessures. On va commencer par là, et puis on va finir sur le positif. Un TJ Warren qui a fait 4 matchs, blessé au pied, opération, hop, saison blanche, on le met sur le côté. Jeremy Lamb, pareil, pas là au début de la saison, pas là à la fin de la saison, il manque la moitié. Caris LeVert, j'en reparlerai juste après. Miles Turner, pareil, il finit pas la saison. Goga Bitadze, 20 matchs. Malcolm Brogdon, 15 matchs. Bon, il y a eu un énorme problème de blessure dans cette équipe. Et c'est vraiment dommage. Parce que gros potentiel, beau collectif, mais trop de blessures dans cette saison-ci particulière. J'ai même pas parlé du bilan. 34 victoires, 38 défaites, une 9e place. Donc ça a fait le play-in. Mais on en reparlera juste à la fin de cette petite chronique sur la dernière saison. Play-in assez compliqué pour les Pacers. Du coup, qui a été le patron de cette équipe ? Eh bien, je vous le donne en 1000. Domantas Sabonis, 62 matchs, 20 points de moyenne, 12 rebonds,
7 passes, 6,7 passes énormes. Magnifique. Une saison de All-Star, bien évidemment. Et je sais même pas quoi dire. Trop fort de Montas Sabonis. Franchement, il a régalé beaucoup de monde. Il a fait des matchs incroyables. Il a sali beaucoup d'équipes. À côté de lui, Malcolm Brogdon, qui a joué, qui, je vous le disais, a manqué quelques matchs aussi, mais toujours aussi pro. Le gars, c'est la valeur sûre. Allez, presque 50, 40, 90 pour lui. 21 points, 6 passes de moyenne, 5 rebonds, capable de tout faire. Un vrai maestro, un meneur vraiment, vraiment safe. Très belle saison de sa part aussi. Je parlais des gars qui ont été blessés. Miles Turner, qui a manqué pas mal de matchs, mais qui a fait son boulot également. Voilà un gars qui serait bien à côté de Zion, un gars qui est capable de défendre, qui est capable d'artiller un peu à 3 points. Même s'il n'a pas des pourcentages de fou, il prend des tirs à 3 points sans problème. Donc voilà typiquement le genre de pivot qui serait bien à côté de Zion. Mais il est resté chez les Pacers. Ensuite, qui a fait une belle saison ? Le banc, globalement, franchement, le banc de cette équipe, tout ce qui est Doug McDermott, TJ McConnell, voilà le duo Mac. Goga Bitadze aussi, franchement. Le petit Aaron Holiday, mine de rien, qui n'est pas resté cet été, mais qui a fait une très belle saison. Et bien sûr, vous étiez peut-être en train de vous dire que j'avais oublié, mais comment ne pas aborder la saison avec le début de saison, puisque les Pacers ont fait partie du trade entre Brooklyn et les Rockets pour l'arrivée de James Harden du côté de New York, en envoyant Victor Oladipo chez les Rockets et en prenant monsieur Caris Levert KAA. Bon, c'est CAA. Et finalement, je vais pas refaire l'histoire, mais plutôt une très bonne nouvelle pour Levert, puisque après la visite médicale, il s'est rendu compte qu'il avait une masse un peu cancéreuse au niveau du rein. Ça lui a potentiellement sauvé la vie, ce transfert. Et puis, donc, après quelques semaines d'absence, il est revenu, il a joué la moitié de la saison dans l'Indiana, et ça s'est plutôt très bien passé. 20 points de moyenne, pareil, 5 passes, 5 rebonds, propre. Un peu en galère au tir, mais il faut dire que le changement de situation, tout ça, c'est positif pour l'avenir, en tout cas l'arrivée de Caris Levert dans cette équipe, pour créer un vrai Big 3, même Big 4 avec un Miles Turner. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. De qui j'ai pas parlé, Justin Holiday, ouais, le troisième frérot Holiday, qui a fait un beau boulot entre le banc et le 5 majeur, défensif, long, capable aussi de shooter à 3 points, et pas mal de shooters mine de rien dans cette équipe, hein. Franchement, Indiana, ils ont toujours une très belle équipe. Et donc globalement, voilà comment résumer la saison des Pacers. Pas mal de blessures, pas mal de points négatifs, difficile de faire de la continuité du coup. Mais à côté de ça, de très beaux points positifs. Malcolm Brogdon, la valeur sûre. Domantas Sabonis, encore plus fort que la saison d'avant. Le petit Justin Holiday. Donc c'est très propre. Je vous l'ai dit, quand tu finis 9ème, tu passes par le play-in évidemment. Ils ont d'abord démonté les Hornets. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté les stats de Sabonis. C'est vrai que les joueurs font des stats assez marrantes dans cette équipe. Là, un Sabonis à 14 points, 20 rebonds, ce qui dans la NBA actuelle est énorme, 9 passes. Et puis, bien sûr, comment ne pas parler de la saison, ne m'en voulez pas, mais comment ne pas en parler, TJ McConnell, pardon. Je galère avec les Macco, les Monsieur Mac, qui a fait son triple-double avec 10 interceptions. Voilà, je le place juste ici. Je reviens au play-in du coup. Donc ils ont démonté les Hornets pour leur premier match. Et puis ils se sont fait démonter par les Wizards. Je sais plus si c'est le match où les Wizards ils marquent 140 points, un truc comme ça. Enfin, complètement hallucinant. Vrai trou d'air pour les Pacers. Bien dommage puisqu'ils auraient peut-être mieux géré face à Philly. Hein, honnêtement, à voir. En tout cas, ça sort un peu la tête basse du play-in. Et puis, il fallait rebondir sur l'intersaison. Ce qui a été très très bien réalisé, puisque
je l'ai pas dit durant la saison, mais le projet Nate Bjorkgren au coaching, ça n'a pas trop bien cliqué, hein, a priori. Pas mal de soucis dans les vestiaires, ce genre de choses. Donc, on le remercie. Une saison et puis s'en va. Et alors, le retour de Rick Carlisle. Très certainement le plus gros move de l'été pour les Pacers. Même pas très certainement, c'est de loin, je pense que pour les fans, c'est vraiment alléluia. Le retour de Rick Carlisle qui rentre à la maison. Et ça va changer. Dallas voulait s'en séparer. Mark Cuban voulait un peu changer d'air, que ce soit coaching ou même de GM, tout ça. Il a fait un beau ménage. On aura l'occasion d'en reparler. Mais Rick Carlisle, qui n'avait plus de boulot, est retourné dans l'Indiana. Et franchement, waouh! Rick Carlisle aux rênes de cette équipe. Attention, ça va être super à voir jouer, je pense. Mais il n'y a pas que ça, puisque après c'est globalement plutôt calme. C'est des petits joueurs par-ci par-là qui arrivent, qui partent, mais il faut quand même le noter. Aaron Holiday qui va aller du côté de Washington, il faisait partie du trade de Russell Westbrook. McDermott tradé à San Antonio. Cassius Stanley qui quitte aussi l'équipe. Je l'ai dit, monsieur Nate Bjorkgren. Bon, voilà, c'est tout globalement du côté des départs. Les arrivées, Torrey Craig, ça c'est une belle arrivée. Terry Taylor, Nate Heaton, et là je vous donne des noms, je suis paumé. Je vais pas faire semblant. Et bien sûr, la draft, puisque elle a été très très belle du côté de l'Indiana. Chris Duarte, je sais plus comment on prononce son nom, en numéro 13, énorme shooter, donc un guard, très très gros shooter, qui a déjà 25 ans, mais c'est pas grave. Ils ont l'habitude avec les guards âgés du côté des Pacers. Donc un très 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 belle pioche, hein, en 13e position. Et plus loin dans le premier tour, Isaiah Jackson, un intérieur hyper athlétique, un freak comme on aime bien le dire, qui va apporter aussi à cette équipe en sortie de banc, hein, franchement. Déjà une belle profondeur, on en ajoute encore, on ajoute un peu de nasty à cette team de joueurs qui est pas très nasty en fait cette équipe. Si bien sûr, il y a comment il s'appelle? Excusez-moi, je retourne sur mes notes. TJ Warren qui aime bien faire la bagarre avec Jimmy Butler notamment. Mais sinon, c'est des gars plutôt soft, plutôt propres. Donc c'est bien d'avoir un jeune qui est capable de mettre la tête où tu ne mets pas le pied. Quelle bonne expression. Et puis globalement, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. On se sépare d'un coach. C'est à peu près tout, j'ai dit. Je suis fou, moi. Rick Carlisle qui débarque, je l'ai dit, c'est énorme. Mais en termes de changement de joueur, c'est des petits départs, des petites arrivées, plutôt propres, plutôt très bien géré cette intersaison. Et maintenant, il va falloir faire une belle saison 2022. On part directement sur la projection, sur ce que j'en pense. Alors, vous êtes peut-être étonné ou pas, mais je vois pas forcément les Pacers performer. Est-ce que c'est le syndrome Pacers, justement, qu'on aime bien voir un peu en deçà de ce qu'ils sont réellement? Mais je vous le dis tout de suite, pas de hate de mon côté, simplement, s'ils peuvent me surprendre et me faire mentir, je serai le premier très heureux. Parce qu'honnêtement, j'aime bien cette team, ils ont des bons joueurs, ils ont des joueurs sérieux, avec Rick Carlisle aux commandes, ça va être magnifique. Un 5 majeur impressionnant, on en parle tout de suite. Bien sûr, Malcolm Brogdon, Caris LeVert, TJ Warren, alors je ne sais pas s'il débutera la saison, je crois qu'il est encore un peu blessé, il reviendra pas tout de suite. Alors qu'est-ce que j'ai? Oui, will miss the rest of the season. Ok, mais ça c'était l'année dernière. Je crois qu'il reviendra pas tout de suite, peut-être pas avant novembre. En tout cas, il prendra la place de titulaire. Sinon, ce sera qui? Du Justin Holiday, je pense. C'est ce qu'ils ont fait globalement l'année dernière et ça a plutôt bien fonctionné. Donc Justin Holiday, Jeremy Lamb s'il est revenu. Pourquoi pas Torrey Craig en provenance de Torrey Craig, San Antonio? Non, Phoenix? Je sais plus. Je vais pas regarder. Mais bref, pourquoi pas Torrey Craig? Et puis bien sûr dans la raquette, Domantas Sabonis, Miles Turner. On change pas une équipe qui gagne, sauf quand t'es père, comme dirait un célèbre rappeur belge. Mais on n'est pas là pour parler rap. Voilà, donc je vous disais, un 5 majeur qui a vraiment une sacrée gueule. Et puis il y a de la profondeur. TJ McConnell, Chris Duarte, hâte de voir ce que ça va donner. Je vous avoue que j'ai pas trop checké la pré-saison des Pacers.
mais j'irai le faire de ce pas. Justin Holiday, forcément, valeur sûre également. Goga Ocha-Brissett sur la raquette, c'est vraiment très très cool. Il y a de la profondeur, il y a un très bon coach. Et plus ça va et plus je suis en train de me dire que je les sous-estime vraiment et qu'ils finiront hors du play-in. Pour le coup, je les vois quand même 8, 9, comme la saison dernière globalement, parce que il y a des équipes avec peut-être plus de talent. Après, la grosse question que je me pose, c'est attention à la réintégration de TJ Warren. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, TJ Warren, explosion dans la bulle d'Orlando. MJ Warren, comme certains ont pu l'appeler. Attention à sa réintégration, c'est un gars qui est quand même capable de prendre feu, qui demande à shooter, qui peut largement tourner autour des 20-25 points par match. Alors, il va falloir lâcher un peu de ballon, donc il ne tournera pas à 25 points, je pense pas, mais il est largement capable de le faire, avec ce qu'il nous a montré. Donc, voir la réintégration, puisque c'est forcément bénéfique. Mais là, on a une équipe qui a pas mal tourné déjà l'année dernière avec l'intégration de Caris LeVert. Le duo Brandon-Sabonis, c'est bon, ça se connaît, c'est la famille. Miles Turner, pareil. On a une très belle continuité, mais quand même, j'ai mis des petites réserves sur la réintégration de TJ Warren. Bon, finalement, avec Rick Carlisle, il y a peu de doute que ça se passe mal, mais à voir. À voir le rôle qui va lui être rendu en quelque sorte. Mais globalement, à côté de ça, je sais pas trop quoi dire sur ces équipes des Pacers en vrai. Énorme arrivée côté coach, continuité. S'il n'y a pas de blessure, ça peut largement faire top 6, je pense, parce qu'on a une équipe à la fois capable de très très bien tourner offensivement, mais avec pas mal de joueurs qui peuvent lock down. Franchement, TJ Warren peut le faire. Miles Turner, gros contreur, pas forcément super défenseur, mais ça peut le faire. Malcolm Brogdon, super défenseur, franchement. Et puis sur le banc, tout ce qui est Holiday, tout ce qui est Ocha-Brissett, le petit rookie qui est arrivé du coup, j'ai mangé son prénom déjà, Isaiah Jackson, ça va être capable. Donc franchement, ouais, je sais pas trop quoi ajouter. Dites-moi si j'ai oublié des trucs côté Pacers. Est-ce que pour vous ça stagne parce qu'on a le même effectif, mais les blessures en moins? Est-ce que ça stagne quand même, puisqu'il y a des équipes qui se sont pas mal renforcées? On pense bien sûr aux Bulls, à New York. Bon, je ne vais pas vous refaire la liste. Mais est-ce que ça stagne? Est-ce que vous les voyez beaucoup plus haut cette année? Ou est-ce que vous êtes plutôt réservé comme moi? À vous de me dire dans les commentaires. Et je pense que j'ai fait le tour côté Pacers. Une belle saison à venir s'il n'y a pas de blessure et si ça clique bien avec Rick Carlisle. Voilà. On a fait le tour du coup des Pels, des Pacers. Deux équipes super intéressantes. Bon, comme d'habitude, je dis ça à chaque preview de toute manière. Merci d'avoir écouté ce petit podcast. N'hésitez pas à le partager s'il vous plaît, à le partager s'il ne vous plaît pas également pour que... On s'en fout en fait, comme ça, faites tourner le podcast pour le faire connaître à vos amis, à vos ennemis, à votre famille, tout le monde. Ceux qui s'intéressent de près ou de loin au basket. Ceux qui s'intéressent de loin, ça risque d'être un peu plus compliqué à comprendre. Mais bref, je ne vais pas m'éterniser sur l'outro. Merci d'avoir écouté. Venez discuter sur Insta, sur Twitter. Ça fait toujours plaisir. Lâchez des likes. Et puis, on se retrouve demain pour de nouvelles équipes. Pourquoi pas des équipes qui peuvent accrocher le top 6? Je ne sais pas, on verra. Allez, assez de teasing, on se retrouve demain. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, bye.